Je vous propose le format suivant pour la table ronde, genre 5 minutes au début chacun, que vous présentez un tout petit peu ce que vous faites, votre approche par rapport à la question. Ensuite, je vous poserai moi quelques questions pour vous faire parler entre vous et puis je viendrai dans la salle si ça vous convient et après on termine dans 1 heure, 1 quart pour aller déjeuner. On va commencer donc avec vous, Erios. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement dans votre secteur, le vin, ce que vous faites par rapport à ce que nous avons déjà entendu ce matin en 5 minutes et puis j'aurai sans doute quelques questions pour vous. Merci. Donc, bonjour à tous, je suis Erios Hugo, je suis directrice des programmes et des partenariats scientifiques à l'Institut français de la vigne et du vin. Donc l'IFV, c'est un institut technique agricole labellisé par le ministère de l'Agriculture. Et nous faisons de la recherche appliquée et de l'expérimentation pour l'ensemble de la filière vin. Nous avons dans notre gouvernance les représentants de la filière vin. Et nous sommes missionnés par le ministère de l'écologie pour définir la méthode du label bas carbone pour le secteur vitivinicole. Et nous avons aussi développé un outil de diagnostic pour les émissions de gaz à effet de serre pour la filière. Quelle est l'empreinte carbone de votre secteur pour le moment et quelles sont les évolutions pour demain? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce que vous faites pour que cela change? Alors, le secteur viticole, c'est pas un des secteurs agricoles les plus émetteurs, en fait. J'ai noté quelques chiffres. Là, la filière vin, ça représente moins de 1% des émissions agricoles françaises et aussi moins de 1% des émissions globales de la France. Donc, c'est pas un secteur forcément très émetteur. Pourquoi? Parce que finalement, la surface agricole utile est relativement faible, ça représente 3% de la surface agricole utile française, donc c'est quand même une relative petite surface. Et c'est un secteur où il y a une faible fertilisation azotée aussi. Donc ceci explique le poids des émissions. Mais pour autant, quand on regarde les projections climatiques, on estime qu'une fois que les secteurs fortement émetteurs auront baissé leurs émissions, telles qu'on leur demande, finalement, le secteur agricole restera avec une part d'émissions assez importante. Et le secteur de la filière vin doit aussi faire sa part. Donc, où c'est qu'on en est au niveau des émissions aujourd'hui ? On estime que les émissions de gaz à effet de serre représentent 4,2 tonnes équivalent CO2 par an, qui a une capacité de stockage dans le secteur viticole d'environ 1,2 million de tonnes équivalent CO2 par an, et donc des émissions nettes à peu près de 3 millions de tonnes équivalent. Et en fait, on prépare en fait la mise en œuvre de mesures pour réduire les émissions. Et on a estimé que pour le secteur viticole, ce marché représente à peu près 33 millions d'euros pour les viticulteurs de revenus nets, une fois qu'on a enlevé l'ensemble des coûts et les intermédiaires. Si je fais un focus sur l'empreinte carbone du bouteille de vin, peut-être. C'est la question que j'allais vous poser. Quand on achète une bouteille de vin, quelle est son empreinte carbone? Est-ce que c'est grave? Alors, c'est pas grave, il faut soutenir la filière viticole. En ce moment, on en a besoin aussi, avec modération évidemment. Donc quand on achète une bouteille de vin, en fait, il faut savoir que les émissions de carbone, de CO2 sont estimées entre 1 et 1,5 kg de CO2 équivalent par litre. Et que sur cette quantité-là, la moitié en fait, des émissions est due à la fabrication de la bouteille en verre. Donc la bouteille en verre, ça représente un poids fort dans la proportion des émissions.
Et après, l'autre moitié est répartie à quantité équivalente entre la partie production de raisin, la partie viticole, la vinification et le transport. Donc, c'est pas trop grave. Non, c'est pas grave. Je ne vais pas dire le contraire, de toute façon. Alex, il vaut mieux la boire en Allemagne parce que là-bas, il y a beaucoup plus de consignes des bouteilles en verre. D'accord. Voilà. Tu peux te C'est l'acheter uniquement pour ici, ça la boire en Allemagne. Donc, ça change beaucoup. Voilà. Les consignes. Bah oui. On essaie de les introduire en France à nouveau, non? J'ai Oui. lu. Mais les Français sont réticents à la réintroduction des consignes. C'est un sujet de filière, mais je vous laisse reprendre là-dessus. Bah, c'est vrai que en France, on est assez conservateur par rapport à nos modes de consommation et de production de vin. Et donc, une des voies de réduction de l'empreinte carbone, c'est en effet de travailler sur le conditionnement du vin, mais sur le lieu de consommation. C'est-à-dire, on va plus transporter du vin en vrac. Et il va être conditionné en bouteille ou plutôt en bag-in-box dans des lieux proches du consommateur. Ça évite toutes les émissions carbone liées au conditionnement et au transport. C'est assez intéressant. Je vous dis, j'ai vécu 10 ans à Berlin et c'est une toute autre mentalité. À chaque fois qu'on a une bouteille, on collectionne les bouteilles, on les ramène au supermarché, et des machines même. Donc les gens, ils ont des bouteilles puis ils les rapportent. C'est vrai que c'est une question de mentalité, souvent. Mm. Vous voulez ajouter autre chose? Si on était sur les moyens de... S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis désolé pour les gens qui parlent. Voilà. Si on était sur les moyens de réduire finalement l'empreinte carbone du vin, il y a effectivement le conditionnement, mais il y a aussi les pratiques qu'on fait à la vigne, au vignoble. Donc on peut changer de fertilisation, utiliser plutôt du carbone organique plutôt que du carbone minéral, ou de l'azote minéral plutôt. Il y a aussi l'enherbement de la vigne pour pouvoir utiliser moins de désherbants et avoir plus de retour de biomasse au sol. On parlait tout à l'heure des cover crops. On utilise aussi des couverts intermédiaires dans la vigne qui permettent d'incorporer plus de biomasse dans le sol. Donc c'est aussi une des voies de stockage du carbone dans le sol. Une autre voie, c'est aussi de broyer les sarments. Une fois qu'on a taillé la vigne, il y a des sarments qui sont au sol, de les broyer et pour qu'ils reviennent dans le sol, plutôt que de les brûler. C'est une pratique aussi qui se fait, de moins en moins, et qui est bien sûr déconseillée. Mais donc le broyage des carbones... Théoriquement interdit. Voilà, oui. Mais avec tous les ans, dans certains départements de France, des dérogations. Voilà. C'est une des difficultés de la méthode, qui est que, en fait, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, l'additionnalité, on doit faire mieux que la réglementation. D'accord ? Vous allez dire, plutôt que de brûler, je vais mettre au sol, etc. Mais en fait, la réglementation, c'est pas brûler. Voilà. Et donc, c'est embêtant parce qu'on veut emmener les agriculteurs, évidemment, vers des meilleures pratiques. C'est un très bon exemple. Donc c'est vrai qu'il y a la réglementation, il y a la pratique aussi, donc il faut tenir compte de tout ça pour des pratiques plus vertueuses. Et donc certains de ces leviers ont aussi des co-bénéfices sur la biodiversité, sur la qualité de l'eau, et ça c'est des choses qui sont prises en compte dans la méthode qu'on est en train de construire. Autre levier, juste le nombre de passages du tracteur dans le vignoble, ça c'est important parce que vous savez, on est dans une logique de réduction des produits de traitement de pesticides, mais en revanche, le viticulteur est obligé souvent de passer plus souvent. Donc ça peut engendrer des problèmes d'environnement, c'est-à-dire de pollution de l'air et d'utilisation du diesel. Donc réduire le nombre de passages du tracteur, c'est un levier, en trouvant d'autres pratiques vertueuses. Et à terme, pourquoi pas passer à des tracteurs électriques plutôt que diesel. Je vous pose une question, enfin j'y vais franchement. Quelle est l'attitude des viticulteurs par rapport à
à ces défis? Parce que, enfin, on sait tous que les agriculteurs vivent en ce moment. Est-ce que c'est vécu comme étant des normes en plus ou est-ce qu'il y a une vraie adhésion? Est-ce que les gens comprennent les enjeux dont nous parlons aujourd'hui? Enfin, je vous pose la question très franchement, mais... En fait, dans le secteur viticole, on n'a pas encore notre méthode officielle pour labelliser des crédits carbone. Donc c'est un marché qui n'est pas encore présent, c'est un marché en devenir. Et je pense que l'adhésion des viticulteurs passera par la valorisation économique, c'est vrai, hein, c'est le nerf de la guerre. Et par la possibilité de valoriser les pratiques qu'ils font sur la bouteille, sur l'étiquette de la bouteille, et vendre de l'image. Quand on achète une bouteille de vin d'un vignoble qui essaye de faire vraiment tout ce qu'il faut pour réduire les émissions, c'est peut-être mieux qu'une bouteille où il y a quelqu'un qui ne fait pas d'effort. Ça change vos achats de vin, vous? Est-ce que vous regardez très franchement, on a un public acquis quand même, mais est-ce que vous avez l'impression que ça change enfin, je pose la question hein, parce que c'est une question intéressante. Aujourd'hui, peut-être, mais dans l'avenir, est-ce que vous regardez ce genre de choses sur les étiquettes? Bon, on a un public extraordinaire parce qu'ils disent pratiquement tous oui. Non, non, si, un peu, oui. Une part très faible, oui, oui. Ailleurs, d'accord. Bon, merci beaucoup, c'est intéressant. On revient vers vous. Alors, Christine Deleuze, après des postes R&D, vous êtes en poste depuis 2022 auprès du directeur général adjoint sur le projet stratégie carbone à l'ONF. Cela concerne beaucoup ces derniers mois la participation de l'ONF dans les groupes forêts autour de la stratégie nationale bas carbone et du rôle de la forêt du bois dans la perspective d'une neutralité carbone à 2050. Dites-nous quel rôle le LBC joue dans la réflexion générale d'atténuation pour l'ONF. Oui, merci Alex. Oui, alors moi je ne suis pas forcément spécialiste du LBC à l'ONF. Hein. Il y a d'autres personnes, d'autres collègues qui travaillent spécifiquement sur le LBC. Moi, je travaille plutôt sur la stratégie générale carbone. Mais quelque part, ce que je trouve intéressant aujourd'hui en termes de témoignage, c'est justement de venir voir ce que le LBC apporte comme outil de financement d'un service environnemental. Parce qu'en fait, à l'Office national des forêts, on s'occupe de 25% à peu près des forêts du territoire de métropole. On s'occupe aussi des forêts ultramarines. Hein, c'est quand même 6,4 millions d'hectares supplémentaires, c'est pas rien. Mais on a vraiment une vocation de multifonctionnalité. Donc à la fois de préservation de l'environnement, de gestion durable, de travail pour la protection des sols, d'accueil du public, beaucoup de choses sur la protection de la biodiversité, sur la protection aussi des risques. Et quelque part, finalement, le LBC dans le paysage, c'est vraiment le premier outil qui arrive pour financer un service environnemental, le carbone. Mais c'est quand même pas rien parce qu'on n'avait pas ça en fait. On avait des outils de compensation, mais on n'avait pas d'outils pour ce service-là. Et c'est pas rien non plus en termes de moyens, puisque alors on a été très tôt dans les réflexions sur la compensation carbone auprès d'I4C. On a travaillé beaucoup avec le CNPF. On n'a pas été dans le développement des méthodes pour des raisons... on n'était pas éligible aux projets qui ont permis de financer ces travaux-là, mais on était vraiment proche de ces travaux. Et on a démarré, on va dire, si le label bas carbone a commencé en 2018, beaucoup sur les méthodes forestières, on a démarré, nous, qu'en 2020 à peu près. Très, très petitement, on avait 50 hectares de projets de compensation. Et en fait, en 3-4 ans, on a multiplié par 10 ça, ce qui fait qu'en 4 ans, on a à peu près récupéré par un financement carbone 4,5 millions d'euros. Donc je voulais dire le chiffre parce que c'est quand même pas rien. Alors depuis, on est fortement revenu en arrière parce que même si le label bas carbone permet une articulation avec des financements publics, il y a eu l'arrivée d'un financement très conséquent
au niveau français pour le renouvellement forestier. Les méthodes carbone actuellement forestières, c'est des méthodes de boisement qui ne concernent pas l'ONF, parce que nous, on est sur des surfaces stabilisées de forêt. On utilise beaucoup la méthode reconstitution après dépérissement, après tempête. Et en fait, ça vient complètement en compétition avec les budgets de renouvellement du gouvernement, en fait. Donc, il y a eu un choix de notre direction générale de ne pas articuler, de ne pas mélanger de l'argent public avec de l'argent privé pour ne pas à la fin avoir des tonnes de carbone pour partie financées par de l'argent public. Donc il y a eu vraiment l'idée d'avoir quelque chose de totalement hermétique entre les deux et une urgence à quelque part suivre le projet de renouvellement. Donc on a vraiment baissé depuis. Néanmoins, on est quand même très très intéressé par l'évolution de ce label bas carbone et on travaille à la fois à l'augmentation de la possibilité d'utiliser ce label dans les méthodes qui existent. Donc on a beaucoup contribué à avoir plus de rigueur dans les méthodes. On a publié un data paper pour cadrer un peu, parce que même si c'est très cadré, le LBC, on a des estimations de carbone qui vont souvent du simple au triple, au quadruple, donc ça interroge. Et puis, on a beaucoup travaillé sur l'outre-mer pour voir comment instruire des projets aussi en outre-mer, parce que pour l'instant, c'était uniquement possible de faire des projets forestiers qu'en métropole. Donc pour nous, c'est vraiment important et on essaye aussi de développer des nouvelles méthodes. On est en train de travailler avec le CNPF, avec l'INRAE et I4C à une méthode qui nous paraît très importante en termes d'adaptation, d'enrichissement, de régénération naturelle qui serait vulnérable. En mettant des essences plus résilientes pour avoir des peuplements plus mélangés. Jean-François Souzana nous a dit le mélange c'est important, on l'entend tout le temps, ça c'est très... Donc comment créer plus de mélange en utilisant des finances carbone? Je pose la même question et ça m'intéresse au plus fort parce qu'il se trouve que j'habite dans le Perche et que j'ai animé pas plus tard qu'il y a un mois parce qu'une copine à moi, journaliste, a sorti un livre sur les arbres. Elle habite à Nogent-le-Rotrou comme moi, donc il y avait des forestiers qui étaient là. J'ai l'impression que ce n'est pas toujours un public très ouvert au changement, quand même, si je peux dire ça. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est difficile de leur parler de nouvelles méthodes? Parce que c'est un milieu très traditionnel. Alors, en fait, dans le mot nouvelle... Il y en a qui sont très sympas, hein, c'est parce que je dis, mais... Ouais, en fait, dans les nouvelles méthodes qui existent en forêt, il faut voir qu'il y a 3 méthodes aujourd'hui qui sont validées. C'est une méthode de boisement, une méthode de reconstitution post-dépérissement et une méthode d'amélioration de peuplement, de balivage. Alors la troisième, elle n'est quasiment pas utilisée, elle est relativement complexe et le gain carbone n'est pas forcément évident, donc pour l'instant, elle est très très peu utilisée. Donc là, on va dire que c'est des méthodes un peu sans regret, en fait. Pour l'instant, c'est pour ça qu'elles ont été les premières développées. C'est des méthodes qui existent au niveau international chez Gold Standard et Vera. Au niveau nouvelles méthodes qui sont en train d'arriver, on a des méthodes qui s'appellent nouvelles, mais qui sont plutôt des méthodes plutôt de maintien. Enfin, pour le coup, il y a une méthode qui est développée là, avec les conservateurs d'espaces naturels pour créer des zones un peu de sénescence pour la biodiversité et voir comment le gain carbone pourrait permettre de financer finalement des gains qui seraient plutôt pour la biodiversité. Donc on a des méthodes aussi qui sont plutôt des méthodes de prolongement de révolution. Bon, je pense que là, le frein à la nouveauté ne va pas être un problème, en fait, puisque ça, c'est plutôt des choses qui sont bien reçues du grand public. Moi, ça me pose plutôt une question de cohérence. C'est une vraie difficulté en fait, dans ces nouvelles méthodes, de cohérence globale du système, parce que en fait, j'étais assez d'accord avec l'introduction que nous a faite Jean-François Souzana sur pour la forêt, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, et en particulier, il faut qu'on adapte les forêts, c'est vraiment le point le plus crucial. On ne fera pas d'atténuation si on n'est pas fichu d'adapter au démarrage, mais on est quand même dans des systèmes de long terme. Donc c'est un vrai souci, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on adapte et qu'on accélère par exemple cette adaptation, on va plutôt créer une dette carbone à court terme
qui fera peut-être un gain carbone, mais le temps forestier, c'est du long terme. Donc ça sera C'est-à-dire, plutôt on parle de combien de temps? 30, 40, 50 ans. Là, il y a eu une prospective réalisée par l'IGN récemment, où ils ont mis un peu en place différents scénarios. Et quand on pousse au plus fort les scénarios de renouvellement, on voit les effets en termes de gain de carbone au-delà de 2050. Donc c'est un vrai challenge d'être en capacité de prendre ce recul, de prendre de la hauteur pour pouvoir mettre de la cohérence dans les différentes méthodes. Et en particulier, aujourd'hui, on voit des méthodes qui vont être... on regarde un petit moment de la vie forestière. Alors on va par exemple stopper par exemple, de la gestion, on va mettre sous cloche. Et puis par contre, dans une autre méthode, on va accélérer, dynamiser la forêt. Donc moi je pense qu'il y a vraiment un problème de réflexion sur l'ensemble de la chaîne du temps long forestier et de cohérence à apporter pour identifier finalement les leviers qui sont bons pour l'ensemble du système et peut-être proposer, prioriser les choses qui seront bonnes pour l'ensemble plutôt que focaliser sur un petit bout. On est aujourd'hui, par exemple, dans des choses contradictoires où on a des méthodes qui commencent à sortir sur les produits bois. Par exemple, de mettre plus de bois dans la construction, c'est très bien. C'est aussi un des enjeux pour la stratégie nationale bas carbone de mettre plus de produits à longue durée de vie dans notre environnement, bon, c'est très bien. Par contre, comment on fait pour, d'un côté, récolter du bois pour les mettre dans le bâtiment, et puis de l'autre côté, ne plus récolter de bois pour ne pas créer de dette carbone. Donc, cette approche un peu système est indispensable sur nos approches forestières. Merci beaucoup. Grégory et Bernard, vous êtes chargés de mission au pôle relais Tourbière, pôle qui est porté par la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Depuis un peu plus de 2 ans, vous travaillez spécifiquement sur les questions de carbone en tourbière et votre mission principale est la rédaction d'une méthode LBC pour la restauration hydraulique des tourbières dégradées. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus spécifiquement sur ce que vous faites ? Oui, bonjour à toutes et à tous et merci aux organisateurs pour l'invitation déjà. Une petite présentation rapide. Le pôle relais Tourbière, donc c'est un pôle. Les pôles relais, il y en existe différents. Il y en a sur les lagunes méditerranéennes, sur les mares atlantiques. C'est des structures qui ont été mises en place dans le cadre des plans nationaux d'action pour les zones humides. Et le pôle Tourbière donc, a été confié à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Parce que la fédération, c'est 24 conservatoires répartis dans toute la France qui gèrent à peu près 300 000 hectares répartis sur 4000 sites et qui représentent plus de 2400 salariés. Et donc, du fait de la compétence et du retour d'expérience de notre réseau sur la gestion et la restauration des tourbières, le ministère a accepté notre proposition de travailler sur une méthode LBC pour la restauration des tourbières. Donc effectivement, depuis 2 ans, j'ai coordonné et rédigé cette méthode qu'on a déposée une première fois au ministère en septembre. On a reçu quelques remarques et on va la redéposer en janvier. Je peux vous demander pourquoi vous vous êtes intéressé aux tourbières, d'où est-ce que vous venez, quel est votre engagement ? Pourquoi on s'est intéressé aux tourbières ? Parce que ce sont d'énormes stocks de carbone. Et on est venu là quand le dispositif label bas carbone a été créé. On a commencé à regarder ces questions chez nous et puis on s'est rendu compte qu'il existait déjà des méthodes à l'étranger. Nadia les a présentées tout à l'heure, ils étaient sur le schéma. C'est notamment les Allemands avec More Future qui ont commencé très tôt, dès les années 2000, à travailler sur ces questions de carbone en tourbière. Et puis le Royaume-Uni également avec le Peatland Code. Et donc on s'intéresse à ces tourbières parce que quand elles sont dégradées, quand je parle de dégradation pour les tourbières, je parle d'assèchement d'une manière ou d'une autre, que ce soit des pompages, du drainage, des plantations, un mauvais usage avec des pratiques agricoles trop intensives. Tout le stock de carbone qui est contenu dans le sol des tourbières est réémis sous forme de CO2. Et donc aujourd'hui on a des stocks, alors peut-être pour donner quelques chiffres en termes de stock. Alors, en France, on n'a pas une super connaissance des tourbières. On s'y a intéressé relativement tardivement du fait de la rareté relative de ces milieux. C'est à peu près 0,2% de notre territoire.
On n'a pas encore de cartographie complète, mais on pense qu'il y a à peu près 150 000 hectares de tourbières, dont 100 000 sont dégradées et donc émettrices de CO2. Et donc, ces tourbières dégradées, elles émettent, on va dire, entre 5 au bas mot et 30 tonnes d'équivalent CO2 par hectare et par an. Donc en fait, c'est des volumes d'émissions, des flux qui sont très importants au regard des surfaces qui sont concernées. Et donc on estime qu'on a un levier hyper efficace pour réduire les émissions en agissant donc, sur des surfaces relativement petites. Et l'objet premier des conservatoires d'espaces naturels, ce n'est pas le carbone, c'est la biodiversité, c'est les écosystèmes et leur fonctionnalité en général. Et donc, pour nous, le label bas carbone, c'est un outil financier, enfin si je veux forcer un peu le trait, c'est un outil financier pour protéger la biodiversité. Parce que les travaux de restauration coûtent extrêmement cher en tourbière. Alors l'estimation des coûts, ça peut aller d'entre 10 000 et 100 000 euros à l'hectare déjà, donc c'est très très variable. Selon ce qu'on fait, qu'on veut y reméandrer un cours d'eau ou simplement boucher des drains ou arrêter une pompe, voilà, ça ne coûte pas le même prix, mais ça peut avoir les mêmes effets sur le flux de carbone. Et donc, en termes peut-être d'additionnalité, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait des calculs, les conservatoires d'espaces naturels, ils cherchent à... Enfin, on a monté des grands programmes européens, LIFE, pour restaurer à grande échelle des tourbières. C'est des programmes à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et on avait fait les calculs, en gros, si on était resté sur des financements publics habituels, ce qui a été fait en 6 ans avec ces financements aurait été fait en à peu près 30 ans. Donc on sait que l'apport financier est important pour restaurer ces tourbières et les restaurer rapidement. Donc voilà, le LBC pour nous c'était une opportunité d'atteindre ces objectifs et d'obtenir des financements pour faire ces restaurations. Est-ce que vous avez des outils techniques qu'il vous faut? On en manque, si je devais faire le lien avec la recherche. Il y a plusieurs difficultés pour les tourbières. Un, c'était de caractériser l'état initial, ce dont on a déjà parlé, le scénario de référence. Créer une méthode de label bas carbone sur les tourbières dégradées, ça posait la question de combien émet ma tourbière dans les 30 prochaines années si je ne fais rien, si je ne fais pas de travaux. Et ça, on a très peu d'outils de diagnostic pour faire ces prévisions. En gros, tout est basé sur le niveau de la nappe, hein, puisque, comme je vous dis, c'est l'assèchement qui provoque les émissions. Et donc, caractériser un site pour avoir la tendance moyenne, ça demande des études assez longues avant de pouvoir faire ce scénario de référence. Et ça peut être une difficulté. Donc, on est en train de mettre en place les premiers projets. On verra quand la méthode sera sortie, validée, et l'appétence qu'il y a de la part des financeurs pour ce type de projet. Donc, il y a des projets pilotes? On a des projets pilotes, oui. Je vous en parle après si vous voulez. Comme vous voulez. Hein, non, pour finir sur les difficultés méthodologiques, peut-être, donc il y a ce problème de l'état initial. Et la deuxième difficulté, c'est une fois qu'on a fait la restauration, d'estimer correctement la surface qui est remise en eau, parce que ça aussi, c'est un des facteurs de la multiplication pour calculer les réductions d'émissions. Et aujourd'hui, on est assez démunis à ce niveau-là, donc ça va encore demander de mettre des dispositifs en place de mesure et de vérification qui sont relativement coûteux, qui font augmenter le coût des projets, donc le coût de la tonne évitée. Les projets pilotes. Alors, il y a deux principaux projets pilotes. Le premier, il est avec un grand groupe producteur, notamment de fromage. Il n'y a pas de secret, c'est le groupe Bell, qui a son siège historique à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Et donc, dans cette logique de démarche label bas carbone, ils sont venus chercher des projets aussi proches de leur implantation. Et donc, ils sont venus toquer à la porte des conservatoires pour savoir s'il y avait des tourbières à restaurer et si on pouvait labelliser ces projets. Et donc, on a mis en place des projets avec Bell. Vous avez donné des chiffres de ce que ça pouvait rapporter. Là, on est à quand même des dizaines de millions d'euros qui sont apportés par cette entreprise. C'est pas rien. Et je pense qu'ils ont fait vraiment un gros effort parce qu'on leur a expliqué et ils ont compris que l'émergence de projets de restauration de tourbières, non seulement il y a ces problèmes d'état initiaux, et puis il y a toute une question foncière aussi. On ne peut pas arriver comme ça et puis dire « Bonjour, je restaure la tourbière. Les propriétaires, on ne vous demande pas votre avis. Il faut acheter les terrains, il faut conventionner, éventuellement passer des obligations réelles environnementales. » Et donc, ils ont accepté, compris le principe et accepté
de payer des postes finalement pour cette émergence de projet. Et donc ça, c'est presque en dehors de la labellisation du projet en lui-même, mais ça fait partie du partenariat sur les projets pilotes. Et l'autre projet pilote que nous avons, c'est la restauration de tourbières dans les Vosges, qui cette fois est financée par EDF. Alors là, on est allé sur un peu autre chose, suite à la crise énergétique, la guerre en Ukraine, enfin voilà. Il y a 2 centrales à charbon qui ont été rallumées en France, une à Cordemais dans Loire-Atlantique et une autre à Saint-Avold. Et l'État français a mis en place un fonds de compensation et demandé à EDF de compenser les émissions de ces 2 centrales. Et pareil, EDF a cherché des projets à la fois vertueux pour le climat, mais aussi pour la biodiversité, parce que c'est bien l'objectif de nos méthodes. Et donc, on a ces 5 ou 6 tourbières à restaurer pour EDF, qui a abondé ce projet à hauteur de 500 000 €. Que nous avons cofinancé avec des fonds publics, parce que c'est une possibilité qu'on a laissée ouverte dans notre méthode label bas carbone, du fait de la très grande variabilité du coût de la tonne évitée dans ces projets, qui peut varier d'après nos estimations à 30-40 €, peut-être des choses équivalentes à la forêt, jusqu'à 150 ou plus de 200 € pour une tonne évitée, quand on a des travaux très coûteux qui remettent en eau des surfaces relativement faibles, en fonction de la configuration du site. C'est intéressant que vous citiez ces 2 exemples d'entreprises qui s'intéressent aux tourbières. Je sais par expérience que les fromages belges sont très portés sur des questions économiques. Il se trouve que j'ai animé des conventions pour il y a longtemps, et ça commence toujours par 3 heures de cela. J'étais vraiment étonné sur la rentabilité de chaque fromage. Enfin, donc ils regardent ça de près. Est-ce que s'intéresser aux tourbières, est-ce que c'est attractif pour les entreprises de manière générale? Est-ce que toutes ces questions, je peux vous poser aussi à vous, comment intéresser les entreprises qui regardent leurs chiffres, surtout par les temps qui courent, aux questions qui nous concernent aujourd'hui? C'est une bonne question. Je n'ai pas totalement la réponse. En ce qui concerne EDF, s'intéresser aux tourbières, c'est important pour eux aussi, parce qu'ils sont bien conscients que la restauration, elle apporte également des co-bénéfices pour la ressource en eau. Et comme nous disait la responsable RSE d'EDF au Forum des gestionnaires, on ne produit pas un kilowatt d'électricité sans eau. Donc ils sont aussi vigilants à ces choses-là. Et alors, dans la méthode, on ne peut pas évaluer clairement le projet de restauration d'un site, comment il contribue à limiter les inondations ou à soutenir l'étiage des rivières. Enfin voilà, on ne peut pas être dans ce niveau de détail, évidemment. Mais on sait que ces liens existent, et donc c'est aussi pour ça, je pense, qu'EDF a accepté de financer là, des tonnes équivalent CO2, des tonnes évitées à plus de 150 €. Christine, vous, par rapport aux entreprises, comment les intéresser à ce que vous faites dans les forêts? Alors, les projets en forêt, c'est quand même très très bien accueilli. En fait, ils sont plutôt à la recherche de ces projets-là. Et c'est vrai que quelque chose qui est important par rapport aux acheteurs qu'il peut y avoir à l'ONF, c'est souvent un intérêt d'image, de co-bénéfices. Je pense que le terme contribution convient bien, parce que finalement, ils viennent payer du carbone, mais ils sont très intéressés à tous les effets sur le cycle de l'eau, la biodiversité, même l'accueil du public. Enfin, ils ont vraiment un intérêt de l'ensemble de l'environnement. Ou aussi pour des histoires de protection contre les risques. Et puis un point qui est très très important, en fait, il y a souvent associé dans une démarche RSE une implication de l'ensemble de l'entreprise. C'est aussi un moment pour impliquer l'ensemble des agents d'une entreprise dans ces projets-là, pour les emmener dans la démarche RSE. C'est souvent ce qui fait le déclic dans un projet local, proche de la maison mère ou proche d'un endroit important pour l'entreprise, avec souvent un moment, je sais pas, une étape terrain où je sais pas, certains vont venir au moment de la plantation, d'autres vont faire juste une tournée, mais enfin, il y a vraiment une histoire qui est racontée autour du projet, quoi.
Et pour le vin, enfin, je vous parle en tant que consommateur, parce que moi, par exemple, je suis face à un choix, parce que quand je suis invité, j'achète des bouteilles de vin. Je ne bois pas beaucoup de vin moi-même, donc je ne m'y connais pas du tout. C'est bien déjà, c'est oui. une bonne action. Donc, du coup, je me dis, il faut que j'achète un bon vin, parce que je suis reçu par les gens. Donc, j'habite dans une petite ville. À côté, il y a un spécialiste, un caviste avec des vins. Mais à 10 minutes à pied, il y a un Édouard Leclerc avec une multitude de bouteilles de vin, avec... alors, je ne sais pas, moi, il vaut mieux que j'aille là où il y a beaucoup de vins différents, ou là où ça coûte plus cher, il y a du conseil. Est-ce que dans toutes ces considérations, je dois désormais poser la question des compensations de carbone? Je pense que demain, oui, dans le choix de la bouteille de vin ou du vin qu'on va aller offrir, la partie pratique vertueuse au vignoble et au chai est importante. Il faut que... Parce que le bio, ça marche toujours. J'ai remarqué quand j'apporte une bonne bouteille, je dis c'est bio, les gens disent c'est très bien. Donc ça a déjà pris. Côté carbone, pas encore. Mais... C'est déjà pris, mais c'est pas antinomique. Le bio, il y a des pratiques qui permettent de stocker du carbone aussi. Donc je pense qu'il ne faut pas opposer non plus les différentes démarches. Après, pour essayer de répondre à la question, comment intéresser des entreprises à acheter du crédit carbone qui vient de la filière vin plutôt que de la forêt ou de la tourbière, qui ont une image naturelle. Peut-être que, parce que ça n'existe pas encore, mais demain, ça sera l'image de participer à l'image d'un produit traditionnel, le vin français, et peut-être des entreprises françaises aussi. On peut jouer aussi sur ce côté traditionnel de la filière. Mais bon, là, on se projette parce qu'aujourd'hui, on est toujours en train d'essayer de valider notre méthode. Hein, donc, on est dans le futur. Je prendrai vos tuyaux après. Je pourrais toujours dire quand je vais dans mes dîners dans le Perche, c'était recommandé. J'animais une convention sur... voilà. Donc, Nadia, vous avez écouté ce que nos trois secteurs ont dit. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce qu'on vient d'entendre? Moi, tu ne me représentes pas. Je plaisante. C'est de l'humour. Bon, voilà, moi, évidemment, j'ai déjà un petit peu raconté ce que faisait le GRS. Il y a peut-être une chose dont je n'ai pas trop parlé tout à l'heure, c'est le sujet des dynamiques de contribution locale, qui est aujourd'hui vraiment un nouveau sujet qui se développe, notamment en France, avec plusieurs collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en place, par exemple, des coopératives carbone ou ce type de dispositif, pour jouer le rôle d'intermédiaire, de facilitateur, pour amener donc des entreprises à financer des projets sur le territoire, des projets qui, outre le bénéfice carbone, qui est souvent on va dire l'attracteur numéro 1, ça c'était pas français, auront des co-bénéfices, en tout cas sur des sujets qui leur paraissent politiquement prioritaires pour leur territoire. Et donc, nous, aujourd'hui, on en accompagne certaines de ces collectivités, notamment dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle BauNow, avec plusieurs autres pays de l'Europe du Sud. Et donc, une des choses qui intéresse ces territoires, c'est de répondre à cette question un peu que tu posais, qui est qu'est-ce qui peut intéresser les financeurs, d'accord ? Et bon, il y a des financeurs qui ont des démarches tout à fait différentes les unes des autres, mais ce qu'on va pouvoir retrouver, bon, d'abord, ça a été mentionné par Alan tout à l'heure, la question de la CSRD, des obligations extra-financières, du reporting, des stratégies carbone qui se développent dans les entreprises font que progressivement, elles sont en train de gagner en maturité sur ces sujets-là. Et il y a une demande qui se développe suite à ce mouvement réglementaire, on va dire. Ça peut être associé, quand on est en train de développer une stratégie carbone, à des éléments de RH, en effet, d'image, que ce soit en externe ou en interne. Et c'est vrai que moi, j'ai des exemples de coopératives en France où ils font venir les employés des entreprises, en effet, visiter
mettons la tourbière qui a pu être préservée grâce à ces fonds-là. Et voilà, mais ça reste quand même. Voilà, faut pas non plus exagérer l'effet, l'incentive de ça. C'est quelque chose d'intéressant, mais quand on est sur des entreprises de plus en plus matures, elles vont de plus en plus intégrer l'enjeu aussi de leur résilience de long terme, liée à la résilience de leur filière. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui ces dynamiques d'insetting qui ont été présentées aujourd'hui, et qui font qu'on va avoir des industriels, par exemple de l'agroalimentaire, qui vont être de plus en plus intéressés à financer du carbone dans l'agriculture. Voilà. Et le dernier point qu'on peut mentionner, ah oui, alors j'ai une chose que j'ai passée un peu vite, c'est la dimension quand même marketing et communication, bon, qui est évidemment celle qu'on voit le plus en titre du greenwashing, mais qui a quand même aussi un côté positif dans l'implication des entreprises. Et là-dessus, c'est vrai qu'il peut y avoir un peu une prime au carbone plus facile à expliquer, on va dire, et à visualiser. Et c'est vrai que pour ça, la forêt est très avantagée, on va dire, par rapport à des domaines dans lesquels le gain carbone, il est peut-être plus difficile à expliquer. Voilà, déjà, l'agriculture, c'est plus compliqué par la forêt. Et si je vous parle de méthodes industrielles, certaines sont vraiment très complexes à comprendre et donc à expliquer. Voilà. Et le dernier point, toujours dans ces motivations des entreprises, qui me semble intéressant à mentionner, c'est la question de l'implication territoriale. Et donc, ça a été mentionné par certains d'entre vous, où on a des entreprises voilà, qui veulent aussi contribuer à apporter des bénéfices sur leur territoire, y compris des bénéfices sociaux. Hein. Vous avez parlé aussi, certains ont pu mentionner les emplois dans leur filière. Et donc, voilà, on a évoqué rapidement ce matin les co-bénéfices environnementaux, mais il ne faut pas oublier aussi les co-bénéfices sociaux qui peuvent être, pour certains projets, vraiment intéressants, les projets de recyclage, par exemple. Et je vais peut-être faire le lien avec juste un point que je veux bien mentionner qui me tient à cœur. Moi, je trouve très intéressant ces dynamiques un peu de relocalisation et du coup, qui nous permettent aussi tous d'être plus sensibilisés à ces notions d'écosystème qu'on a pu mentionner ce matin, où voilà, tout est intrinsèquement lié et on a tous besoin que les tourbières se portent bien, on a tous besoin que les forêts s'adaptent au changement climatique, etc. Donc cette dimension voilà, d'observer les choses avec une dynamique territoriale, elle est très importante. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas synonyme d'isolationnisme. Moi, je travaille dans une ONG internationale, donc évidemment, pour moi, la question de la responsabilité des pays, on va dire, du Grand Nord vis-à-vis des pays du Sud sur le changement climatique, elle est importante. C'est la question de les accompagner aussi, eux, pour aller dans un développement plus bas carbone, à s'adapter au changement climatique, elle est essentielle. Et donc, je pense qu'il faut être vigilant à ne pas opposer et à dire, voilà, tous les projets qui sont au Sud, ils sont tous pourris. Et voilà, et on va plutôt s'occuper de projets sur notre territoire en France. Je pense que ce sont des approches complémentaires. Il y a des projets avec des bénéfices sociaux et environnementaux extrêmement intéressants aussi. Voilà, particulièrement en Afrique, qui est le continent qui reçoit le moins de finances carbone aujourd'hui, parce qu'il y en a pas mal en Amérique du Sud et en Chine, mais finalement très peu en Afrique. Voilà, donc les oublions pas complètement quand même. Je vous écoute, je suis obligé de vous poser la question. Est-ce qu'il vient de se passer à Bakou, c'est pas énorme, mais c'est déjà bien, ou comment vous réagissez par rapport à ce qu'on vient de voir et les multiples discussions qui sont terminées ce week-end? Si vous me demandez mon opinion à moi à titre personnel, non, les engagements financiers sont décevants. Ils sont vraiment décevants par rapport à ce qui était amené au début de la table à Bakou, notamment sur tout ce qui est fonds d'accompagnement sur les dommages dans les pays du Sud, etc.
franchement, c'est décevant. D'où, c'est vrai que quand nous, on a souvent, même entre ONG, on a des avis extrêmement partagés, hein, des fois sur les questions, y compris de finance carbone, etc. Mais le déficit aujourd'hui de financement de la transition, il est tellement énorme que le marché volontaire de carbone aujourd'hui, avec toutes ses imperfections, c'est un des rares leviers. Et je pense que voilà, tu l'as mentionné tout à l'heure. Donc, il faut appuyer dessus. Quelqu'un d'autre sur Bakou Non, une dernière question de ma part, et puis je viens dans la salle. Ce qui aiderait beaucoup dans la com, c'est la vérification des résultats. Et on a parfois un peu l'impression que c'est pas complètement au point de comment est-ce, parce que nous parlons de choses importantes, mais comment est-ce qu'on vérifie, quelles sont les méthodes efficaces pour vérifier que ce qu'on fait, les projets dont vous avez parlé, portent des fruits. Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi avec les méthodes efficaces pour déterminer les résultats de ces politiques? Christine, vous avez l'air de hocher de la tête en disant que c'est une question importante, mais est-ce que vous avez la réponse? Alors, dans le cadre de la méthode label bas carbone, la vérification des méthodes existantes, c'est à 5 ans. Il y a un audit avec un auditeur indépendant. Donc, ça vérifie que le projet est en place. Et puis après, il y a des rabais par rapport au risque. Et l'idée, c'est que quand on a fait installer un peuplement, a priori, voilà, il va être là encore jusqu'à 30 ans. Et il y a une espèce de mise en assurance globale au niveau du label bas carbone pour dire que même s'il y a un accident qui se passe, il y aura finalement des tonnes de carbone qui seront mises dans un buffer qui permettront finalement d'assurer les tonnes de carbone du projet qui a reçu cet accident. Ça, c'est un point important. En revanche, ça, c'est pour les méthodes un peu d'installation. Dans les méthodes qui arrivent, c'est plus des méthodes de gestion où on va observer. Donc, il va y avoir un énorme enjeu, effectivement, sur la vérification. Déjà, le suivi, la démonstration. Et clairement, ce qu'a montré Eric ce matin, nous, on attend des choses équivalentes sur la forêt, mais c'est certainement plus compliqué. Et on attend en tout cas clairement, je pense que Grégory l'a dit, hein, on attend clairement que la recherche nous apporte des outils à la fois peut-être pour des choses qui sont sans état d'âme, où on sait que ça va progresser, de nous donner des valeurs un peu standards qui vont permettre de dire si on fait ça, on sait qu'on va à peu près gagner ça, et peut-être sans forcément toujours faire des mesures. Et puis d'autres cas, avoir l'échantillon optimal qui permet de faire que 3 mesures au lieu d'en faire 40, ça serait magique. Et puis je tiens, alors on est en affaire carbone, donc je tiens à faire un appel particulier au cas des sols forestiers, parce que les sols forestiers, ils contiennent plus de carbone que toute la biomasse vivante forestière, donc il y a un petit enjeu quand même là derrière. Et je pense qu'il y a vraiment quelque part la finance carbone serait vraiment intéressante à mobiliser pour pouvoir faire des choses en forêt beaucoup plus respectueuses des sols. On essaye de mettre plein de choses en place pour ne pas tasser les sols, pour ne pas exporter. On a beaucoup travaillé avec l'ADEME. Alors là, je regarde Myriam, merci à l'ADEME, parce que ça a vraiment fait progresser. Il y a encore énormément de choses à faire, énorme, surtout dans les contextes de crise. Il faut qu'on fasse très attention dans le renouvellement. Et en fait, on a besoin de choses qui ne soient pas trop chères, parce qu'actuellement, si on fait des mesures carbone du sol, ça va coûter 10 fois plus cher que même si on vend à 200 € la tonne, hein, ça va quand même être compliqué. Donc voilà, on a besoin de progrès méthodologiques là-dessus et technologiques aussi. Pour la méthode Tourbière, en termes de vérification, on a eu une grosse contrainte imposée par les services du ministère. Mais on entend pourquoi. C'est pour vérifier que les projets sont correctement faits et que les gains carbone sont réels. La durée de labellisation sur un projet Tourbière, c'est 30 ans. Voilà, c'était vraiment le minimum à prendre. On aurait même voulu que ce soit un peu plus long en s'inspirant justement des méthodes à l'étranger qui portent parfois sur 50 ou 100 ans. Mais bon, compte tenu des incertitudes, on nous a demandé de labelliser et de compter les réductions d'émissions sur 30 ans. Et donc la contrainte, c'est de faire un suivi sur 30 ans. On ne peut pas faire de reconnaissance des réductions d'émissions avant la fin de la période de labellisation. Et donc ça, pour en revenir à l'attractivité de la méthode pour les entreprises, ça pose une grosse question.
Au départ de la construction de la méthode, on voulait que, comme pour certaines méthodes forestières, 5 ans après les travaux de restauration, on puisse valider le projet, reconnaître l'ensemble des réductions d'émissions calculées sur 30 ans. Et donc le ministère nous a répondu non, il faut un système où on fait la vérification à 30 ans. On a un peu insisté et bon, l'originalité de notre méthode, c'est qu'il y aura les deux possibilités. Mais la reconnaissance à 5 ans est vraiment très contraignante. On a mis donc des contraintes de maîtrise foncière fortes, de remontée des niveaux de nappe très proches de la surface du sol. On sait que c'est des conditions qui ne vont pas pouvoir être remplies par un très grand nombre de projets de restauration. Et on sent bien pourtant que c'est là que les entreprises veulent aller, que 5 ans après le financement, elles puissent avoir leur réduction d'émissions reconnue et pas attendre 30 ans ou des audits à 10, 20 et 30 ans pour des reconnaissances d'émissions partielles. Oui, sur la partie viticole, en termes de vérification, on est en train de discuter sur ces items-là avec le ministère. Et en fait, il y a deux échelles de vérification qui se posent, c'est-à-dire une vérification dans le temps des pratiques. Alors par exemple, une des pratiques vertueuses, c'est l'enherbement des vignobles. Et donc dans les méthodes de calcul utilisées, cet enherbement doit rester pendant 20 ans. Or, on ne peut pas garantir que le viticulteur ne va pas labourer son interrang de vigne pendant 20 ans. Donc, dans la méthode proposée, il y a un rabais par rapport aux émissions, à la baisse d'émissions de cette pratique. Donc ça, c'est intégré. Et une vérification par rapport à l'échelle de l'exploitation. Parce que la méthode sur laquelle on travaille, c'est une méthode pour un atelier viticole. Une exploitation peut très bien avoir une partie en vigne et une partie en élevage, par exemple, pour une exploitation en polyculture élevage. Et il faut qu'on s'assure dans la méthode proposée que si l'exploitant fait labelliser son atelier vigne, qu'il n'y ait pas des reports de pollution dans les autres ateliers. Donc il y a des systèmes de vérification à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation, même si nous on se focalise sur la partie viticole. Nadia, vous voulez revenir sur la vérification ? Juste un petit point, mais c'est en effet un sujet super crucial que vous abordez et vous avez bien raison de faire appel à cette magnifique communauté. Aujourd'hui, c'est une des principales difficultés des, on va dire, méthodes fondées sur la nature ou proches de la nature versus les projets, on va dire, qu'on appelle plus technologiques, technology-based carbon projects. Pour cela, on a quand même de plus en plus des dispositifs avec des capteurs dans les filières industrielles, en tout cas de bases de données qui vont pouvoir suivre de plus en plus précisément. Et vous avez aujourd'hui des entreprises d'ailleurs qui vont avoir une préférence pour des technology-based solutions grâce à ces possibilités peut-être de vérification qui leur paraissent plus robustes. Voilà. Donc il y a vraiment un enjeu d'arriver à monter en gamme là-dessus du côté de la forêt, de l'agriculture, de la préservation des espaces naturels. Et bon, oui, en effet, j'ai été très impressionnée par la présentation de ce matin où on voit l'intelligence artificielle. C'est pas que dans la technologie, ça peut être aussi pour arriver à mieux évaluer le comportement carbone des sols, par exemple. Et je pense que cette recherche-là, elle doit se poursuivre pour arriver à convaincre les financeurs de la robustesse des modèles. Christine, oui. Ouais, je veux bien rajouter un point parce que je pense que c'est vraiment important ce qu'a dit Grégory sur le fait que cette vérification en 30 ans, elle est super compliquée pour les financeurs en fait. Pour eux, c'est pas compréhensible de donner de l'argent maintenant. C'est au début que ça coûte. Hein. C'est les travaux initiaux qui coûtent énormément. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a certaines méthodes là, comme la méthode Arbre en Ville, qui propose des mixtes, c'est-à-dire, alors finalement, en philosophie, ça correspond un peu à la démarche que nous a montré Eric ce matin. C'est un mixte entre modélisation et mesure, où finalement, il y a un peu une approche ex-ante au démarrage, qui peut être vérifiée à 5 ans dans la mise en œuvre, qui permet d'évaluer la quantité de carbone qu'on pourra potentiellement avoir, avec un rabais monstrueux dessus au début, mais qui permet déjà quand même de libérer
un certain nombre d'émissions pour financer. Et puis après, une vérification. Alors 30 ans, c'est quand même un horizon compliqué pour les financeurs. On a le même problème en forêt. C'est un horizon très compliqué, mais bon, ça peut permettre, en mettant un truc à 15 ans, de baisser une partie du rabais à 15 ans et puis finaliser ex post complètement à 30 ans, quoi. Oui. Ouais, non, je voulais aussi remettre ça en perspective du cadre européen, le CRCF dont on a parlé ce matin, dans lequel il y a une méthode pour la restauration des tourbières qui, elle aussi, demande d'avoir ces suivis sur toute la durée des projets. Et donc, vu que ces méthodes vont aussi s'imposer aux États membres, il faut qu'on soit dans les clous. Et donc, on répond à cette obligation également. J'anime beaucoup de choses, de table ronde sur tous les sujets. Je sais que si jamais je veux prolonger une table ronde, je pose la question toujours, et qu'en est-il de l'harmonisation au niveau de l'Europe? Et là, on est sûr d'avoir au moins une demi-heure de débat poussé. Donc, je vous propose de faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Je prends une première ronde de questions et vous notez celle à laquelle vous voulez réagir. Comme ça, il y a un maximum de gens qui peuvent poser des questions ou faire des remarques. Ne me dites pas après ça que personne ne va... Si, voilà. Et si chaque fois vous pouvez vous présenter, c'est toujours intéressant. Laurent Saint-André, INRAE, donc c'est une question pour vous trois, en fait. Parce que cet horizon de 30 ans, ça vous oblige à garder la même gestion pendant 30 ans. Et ça me paraît un peu incompatible avec la tendance actuelle qui consiste à réviser très régulièrement ce qu'on fait en forêt. Parce que les changements climatiques font qu'on va se tromper, il va falloir changer de fusil d'épaule, etc. Et comment vous gérez ce paradoxe-là? Souvent le paradoxe d'ailleurs dans tout ce qui concerne l'environnement. Oui. Merci. Donc Alex t'a posé la question, pourquoi il faudrait acheter de la tonne en tourbière ou en forêt ou dans les vignobles? Et donc moi je voulais savoir en quels termes la question se posait. Est-ce qu'il y avait plus de tonnes fournies que d'acheteurs ou plus d'acheteurs que de tonnes fournies? Et à ce moment-là, est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, des stockages premium dans un grand cru où on stocke une tonne en Château Margaux à 3 000 € la tonne? Donc Olivier Gallet, groupe Avril. Moi, je me pose la question des conversions agricoles. Donc, on peut prendre l'exemple, bien sûr, des vignes que l'on convertit en arboriculture. Je crois qu'il y a quelques exemples comme ça. Est-ce que vous avez anticipé l'impact carbone que ça a? Mais je pense qu'il y a un autre exemple qui est beaucoup plus impactant. Je pense il y a une baisse tendancielle de consommation de viande qui s'accompagne d'une baisse de cheptel et en fait d'une baisse des surfaces de prairies. Et ça, c'est quand même pas très souhaitable parce qu'on perd du carbone. Et je ne sais pas si cet exemple-là est très étudié et comment on peut atténuer parce que ça correspond à des changements sociétaux importants. Donc comment on peut anticiper ces conversions et essentiellement les traiter? Puis il y avait la dame qui était là. Vous aussi. Bonjour, donc Myriam Buitrago de l'ADEME. Et ma question, c'est sur la vérification et le contrôle de scénarios de référence. Parce que dans le coup, il y a l'effet de mesurer les scénarios projets qui posent des questions, mais comment on peut mesurer ce qui se serait-il passé sans les projets? Et donc, voilà, est-ce que vous avez des éléments sur ça? Nicolas Gracio de l'Institut des géosciences de l'environnement à Grenoble. Depuis 2 jours, en fait, dans le spectre des échanges, j'ai peu entendu d'éléments autour de l'économie circulaire. Et du coup, je m'interrogeais un petit peu comment cette économie qui nous sort du modèle extractiviste et qui est appelée des vœux en général pour les questions de transition, comment elle est intégrée dans ces démarches bas carbone et quotas. Nous avons déjà une première ronde assez touffue. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque question, mais est-ce qu'il y a des points aérios que vous voulez adresser?
Alors, je note en premier l'idée d'un crédit carbone premium dans un château bordelais. C'est une très bonne idée marketing. Sinon, alors les questions sur... je les prends suivant, comme je les ai notées, hein, sur l'horizon 30 ans et le paradoxe par rapport à l'immédiateté des pratiques, les changements. Alors nous, dans le secteur viticole, quand même, c'est pas comme la forêt, mais on est quand même sur des temps relativement longs, puisque quand on implante un vignoble, c'est minimum 35 ans, ça peut être plus. Donc c'est toute la difficulté de la définition des méthodes, que les pratiques qu'on certifie puissent rester pendant toute la durée de la culture. Ensuite, comment on mesure par rapport au scénario de référence. Là aussi, c'est dans la conception, dans la méthode, on se base beaucoup, nous, sur en fait, les modèles tels que ça nous a été présenté ce matin, le modèle AMG, en tout cas pour le secteur viticole. Donc, ça reste des hypothèses et de la modélisation, mais c'est comme ça qu'on arrive à simuler un scénario de référence et le gain d'émissions par rapport à la pratique. Est-ce que vous utilisez de l'IA? Parce que Nadia en a parlé tout à l'heure, dans vos modèles, est-ce que vous utilisez déjà de l'intelligence artificielle sur les vins et ça se fait comment? Alors, je vais vous décevoir, pour le moment, non. Comme on se base sur... Décevoir pas trop, quelque part. Voilà. Mais, alors, c'est pas intégré, à ma connaissance, dans le modèle qu'on utilise. Mais effectivement, ça peut ouvrir des perspectives assez intéressantes. Mais là, l'exemple, c'était avec les images satellites pour pouvoir voir la permanence des couverts végétaux. Il faut pouvoir vraiment le mesurer visuellement, et ce n'est pas toujours le cas. De l'IA dans les forêts, je suppose la question, ou pas encore? Alors, il y a une étude prospective en fait, qui est réalisée en ce moment avec les élèves de Supélec de Metz, sur l'usage de l'IA, effectivement, pour aider à la gestion. Mais je ne peux pas vous dire encore, je n'ai pas vu les résultats, ça sera à la fin de l'année. Non, pour l'instant, en fait, on utilise de l'IA, comme M. Jourdain, en fait, hein, parce que les solutions IA, c'est souvent des solutions de statistiques très avancées. On en fait déjà depuis longtemps dans tous les travaux qu'on mène, par exemple dans l'usage du LIDAR, pour récupérer des données forestières. Il y a plus ou moins finalement des outils d'IA derrière. Mais par rapport aux questions qui ont été posées, enfin, moi je voudrais revenir sur la question qui est assez sensible, hein, qu'a posée Laurent, et pour le coup qui vient un peu en écho avec la question de Myriam. C'est qu'effectivement 30 ans c'est pas très long pour les forestiers, mais en même temps c'est quand même assez long, parce que quand on voit ce qui s'est passé ces 10 dernières années, on s'est pris un bon choc changement climatique. C'est une vraie question. Et effectivement, ça nous embête beaucoup par rapport à ces sujets-là. Donc, pour l'instant, on va dire qu'on va colmater un peu les approches. Typiquement, ce qui est en train de se faire dans le cadre du LBC, c'est d'ajouter des approches d'évaluation de vulnérabilité des travaux qu'on mène. C'est-à-dire quand on fait un projet, essayer de le faire soit parce qu'on va installer une essence, soit parce qu'on va prolonger la durée de vie d'un peuplement avec une certaine essence, vérifier que ce qu'on a comme outil disponible aujourd'hui montre que l'essence en question ou le groupe d'essence en question ont quand même une vulnérabilité modérée, voire nulle dans la zone où on est. Mais bon, c'est pas non plus complètement une assurance, hein, non, déjà. Donc ça peut quand même être un point important. Et je pense que
le ministère, alors on a quand même cette chance en France d'avoir le LBC qui est vraiment beaucoup cadré par le gouvernement, et je pense que la DGEC est très très sensible à cette question, et moi j'ai plutôt entendu qu'ils envisageaient d'avoir un peu une démarche plus systématique d'analyse de vulnérabilité pour bien cadrer, en tout cas pour toutes les méthodes un peu de long terme. Donc ça, je pense que c'est important. Mais effectivement, la question du scénario de référence en regard est cruciale. Parce que, alors, de toute façon, pour l'instant, moi, je ne connais pas au niveau forestier d'approche où on a un scénario de référence qu'on garde. Il y a des méthodes qui existent au niveau international où on garde une observation sur un scénario de référence. Là, on l'a pas. Typiquement, laisser une surface pour les méthodes de reconstitution où on laisserait la nature faire pour voir ce qui se passerait sur cette petite surface. On l'a pas. C'est un coût de laisser une surface et de faire des mesures dessus. Et puis, ça a aussi une difficulté de voir le scénario de référence. Si on a un choc de dépérissement, etc., qu'est-ce qui se passerait sur le scénario de référence? C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas ces éléments-là. Donc, pour l'instant, c'est plutôt des éléments de bibliographie scientifique. On a proposé, nous, une étude supplémentaire parce qu'on a un observatoire, par exemple, post-tempête, qui est vraiment très intéressant pour essayer de voir ce qui se passe 30 ans. Alors, justement, tempête 99, on va commencer à approcher les 30 ans. Donc, voir ce qui se passe vraiment sur des parcelles où ça a été complètement détruit par un événement climatique. Donc là, on se dit on va pouvoir avoir des éléments, mais avec une énorme variabilité derrière. Mais c'est des vraies questions qui, après, on ne peut pas tout faire non plus, on ne peut pas tout mesurer. On va avoir des difficultés aussi pour vérifier, etc. Et donc après, il y a un moment où on bascule entre de la compensation, où on va vérifier des résultats, et de la contribution, où on va peut-être plutôt financer une volonté de faire quelque chose dont on sait que c'est positif. Et je pense qu'on ne peut pas peut-être rester complètement dans l'un ou complètement dans l'autre, mais c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faut qu'on amène le débat. Par rapport à la partie carbone premium, ça existe déjà, en fait, Pierre. Ça existe déjà. Quand tu vois les différences de prix, en fait, même aujourd'hui en France, sur du volontaire LBC, on a peut-être 20 €. Alors, c'est Nadia qui sait les chiffres, mais il y en a qui vendent déjà beaucoup plus cher. Enfin, là, 100, on le voit assez régulièrement, la tonne de CO2. Au-delà de 100 aussi, on le voit. Donc, il y a déjà du carbone premium très lié au co-bénéfice, en particulier la biodiversité. On vend beaucoup du carbone pour faire de la biodiversité. Et puis, moi, je rajoute juste pour la partie conversion, on peut faire du boisement. Là, on est sûr que ça va gagner. Même si on a beaucoup de carbone dans les sols des prairies, on gagnera encore. Voilà. Et puis, pour l'économie circulaire, je n'ai pas vraiment de réponse là-dessus, mais c'est une vraie question parce que, pour le coup, il y a des méthodes qui se mettent en place sur des petits bouts, en particulier sur utiliser plus de bois dans la construction ou plus de déchets, etc., de biomatériaux. Enfin, moi, je pense qu'on a vraiment besoin d'une vision globale pour se dire quelles seraient les méthodes intéressantes pour aller vers cet impact positif global, pas rester à des petits bouts de lorgnette. Grégory. Je vais répondre essentiellement à la question du scénario de référence et de comment on le vérifie. On ne le vérifie pas. On s'est penché sur la question, évidemment, elle est importante. On avait plusieurs solutions pour ça. C'était suivre les sites avant restauration à peu près pendant 10 ans en équipant de piézomètres et de stations météo et en voyant la corrélation entre les deux. En gros, c'est ce qui se fait sur les sites du SNO Tourbière. Donc là, bon, s'il faut suivre 10 ans le site avant de le labelliser le projet, c'est pas la peine de faire une méthode. Et l'autre solution qu'on avait, c'était de trouver un site témoin finalement, dégradé, et puis de le suivre aussi. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2 le coût du suivi. Donc voilà, et on garde un site dégradé qui émet du carbone pour s'assurer que ce qu'on fait sur l'autre est bien un gain. Donc là, bon, c'est pareil, c'est pas la peine de faire une méthode pour ça. Donc on utilise aujourd'hui, on fait un suivi relativement court d'à peu près 3 années pour avoir une tendance moyenne du niveau de nappe à l'étiage estival. Et puis on part du postulat que, compte tenu des changements climatiques en cours, ce qu'on a mesuré sur les 3 dernières années sera forcément pire pour la suite, et que donc on est relativement prudent sur notre estimation.
Voilà comment on gère le scénario de référence. Oui, je peux d'ailleurs donner quelques illustrations. Il est évidemment crucial cet enjeu de scénario de référence. Ça a été d'ailleurs le cœur des fameux scandales qu'on évoquait tout à l'heure, notamment sur des projets d'évitement, en fait, des projets communautaires où on disait on va accompagner ces communautés pour éviter qu'elles déboisent davantage. Et en fait, les scientifiques ont montré que le comparatif qu'elles prenaient, donc elles postulaient que, ces organisations, que là où elles n'intervenaient pas, il y aurait le déboisement qui progresserait, mettons, de 30%, et en réalité, ça s'est avéré beaucoup moins. Voilà, donc ça a été vraiment un des soucis. Et alors, c'est vrai que dans certaines méthodes, par exemple, tout ce qui est distribué des équipements dans des foyers, les nouvelles méthodes, notamment Gold Standard, c'est comme tu disais tout à l'heure, maintenant elles incluent le fait de faire du suivi au fil de l'eau, d'une sorte de cohorte placebo, si vous voulez. Donc, on va avoir des cohortes auxquelles on ne distribue pas les équipements et on va voir comment elles se comportent et on va comparer avec celles auxquelles on distribue les équipements. Bon, peut-être ça fait un peu moins mal au cœur que de laisser des tourbières se dessécher, je pense. Voilà, les deux petits points. Donc oui, le carbone premium existe déjà. Moi, j'ai un petit exemple d'un agriculteur. Alors la proximité peut jouer beaucoup. Un agriculteur qui connaît personnellement une entreprise qui lui achète à 120 €, c'est pas mal. Du grande culture, c'est pas mal. Voilà, donc ça c'est le premium, ça existe. Sur la question sur l'économie circulaire, alors il y a des nouvelles méthodes, notamment celle des constructions avec du réemploi qui a été adoptée, et il y a une méthode en cours sur les équipements électroniques avec des méthodes de recyclage d'équipements électroniques notamment, qui sont en cours de développement, qui seront peut-être adoptés en début d'année prochaine. Donc ça commence à arriver dans le LBC. Je ne sais plus qui avait posé cette question-là. Voilà. Et puis peut-être dernière... j'ai écouté très attentivement tout ce que vous disiez sur ces questions, bien sûr, d'horizon temporel. On revient quelque part des fois à la question de conflit un petit peu plus large entre les politiques d'atténuation et d'adaptation, qui peuvent se retrouver en conflit. Nous, on l'observe dans beaucoup de pays. Voilà, je pense que c'est un enjeu collectif d'arriver à trouver des méthodes d'atténuation, des projets d'atténuation qui soient également bons en termes d'adaptation. Tu mentionnais tout à l'heure le critère du sans regret. Franchement, on a aujourd'hui un certain nombre de méthodologies qu'on peut mettre en œuvre où, voilà, il y a vraiment des bénéfices assez évidents en termes d'atténuation comme d'adaptation. Donc, il y a des trucs, on peut y aller quand même. Erios. Oui, juste en complément par rapport aux questions posées sur l'économie circulaire. Nous, on va s'intéresser dans un second temps à la méthode label carbone, mais pour la partie vinification et conditionnement. Là, on est sur la méthode vraiment viticulture, vignoble. Et dans la méthode, la prochaine méthode sur la vinification, conditionnement, etc., un des leviers importants, ça va pouvoir être le réemploi des bouteilles en verre, par exemple. Donc ça va être un levier fort pour nous, parce qu'on a vu que tout à l'heure, le transport de la bouteille en verre, ça pèse beaucoup dans notre empreinte carbone. Et ensuite, une autre question, c'était comment on traite l'anticipation de la conversion des ateliers, par exemple un vignoble qui arrache une partie et qui met en arboriculture, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la méthode qu'on est en train de proposer. C'est l'arrêt d'une partie ou la totalité. Donc là, on oublie la valorisation carbone avec la méthode viticole. Mais il y a aussi l'arrêt ou le renouvellement. On peut arracher des cépages pour renouveler avec des cépages nouveaux. Et il y a toute une période où c'est de la vigne jeune comparée à de la vigne mature, où on ne va pas avoir les mêmes pratiques dessus. Donc notre méthode va différencier en fait cette partie-là.
Parfait. Merci beaucoup. On a déjà mordu un tout petit peu sur le temps du déjeuner. On peut encore... Mais bon, écoutez, vous voulez poser encore d'autres questions ou vous voulez déjeuner? En gros, c'est ça. Parce que si je vous donne encore une ronde de questions de 5 minutes, vous aurez moins de... Bon, on déjeune. Voilà, c'est parfait. En tout cas, vous avez posé des questions. Beaucoup d'applaudissements. Merci beaucoup.